dans l'histoire, ou pour l'histoire du droit, on a parlé de crimes contre l'humanité avec le tribunal de Nuremberg. C'est le tribunal, lorsqu'on a créé le tribunal de Nuremberg et de Tokyo, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait des millions de morts. Même des Guinéens, des Sénégalais et autres, beaucoup d'Africains sont morts dans ça. Pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais? Des gens pensent qu'il n'y avait que des Sénégalais, non, il y avait des Guinéens, des Burkinabés, etc. L'Afrique noire était là-bas. C'est pourquoi ça fait très mal, ça me choque quand je vois les enfants, mes enfants, nos enfants se noyer dans la Méditerranée. On a sauvé ces gens-là. Cas de grâce. Bien. Lorsque nous prenons l'article 6 de cet accord, il dit les crimes contre l'humanité, il y a deux éléments. Il faut une attaque contre une population civile, mais il faut que l'attaque soit généralisée et systématique. Ça, c'était au temps de Nuremberg. Maintenant, la question a évolué avec les TPY, c'est-à-dire c'est la Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, etc. et autres. Il y a tellement de décisions en la matière. Toujours la même position a été maintenue. On n'est plus régi par ces textes de Nuremberg. On n'est plus régi par le TPY grec, Yougoslavie, etc. Aujourd'hui, les faits dont le tribunal, votre tribunal est saisi, à notre avis, étant des crimes contre l'humanité, sont régis par le statut de Rome du 7 juillet 1998. Et là, ce statut, en son article 7, prévoit les crimes contre l'humanité. Prévoit. Et là aussi, il est long. Je vais vous épargner beaucoup de choses. Je lis le premier paragraphe avec votre permission. Au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Voilà comment le statut définit les crimes contre l'humanité. C'est vraiment clair. Même à l'école primaire, le français là, il est facile, on comprend. Ce qu'il faut préciser, sans il est long, ce qu'il faut dire, c'est que les crimes ordinaires là, c'est ça que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est le meurtre. Il énumère le secteur international, etc., viol, etc., déportation, disparition, etc. Parce que le public, ou le non-informé, pardon, tout le monde n'est pas juriste. Beaucoup pensent que les crimes contre l'humanité, c'est autre chose que des crimes de meurtre. Ce sont les crimes de meurtre, de viol, de déportation, d'extermination, etc., qui constituent les crimes contre l'humanité. La question, qu'est-ce qu'il faut? Comment faire la différence entre crime ordinaire et crime
contre l'humanité. C'est tout, c'est la question là qu'il faut régler. Moi, je pense, et se règle de la façon suivante. 1. C'est la manière de commettre le crime et les personnes victimes et les auteurs. C'est ce qui fait la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité. Mais, depuis 28 septembre, chaque jour on tue les gens, on viole même des bébés, on assassine, on torture. Mais on n'a jamais dit que ce sont des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Mais ce qui s'est passé au stade, je n'en reviens pas, ça a été contre une population civile. Bien. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je dis que l'article est long. Peut-être mes confrères de la partie civile vont lire tout l'article pour une économie de temps et de tout. Bien. Maintenant, il faut accuser par accuser ici. Il faut accuser, je dis par accuser, démontrer leur responsabilité et, à notre avis, prouver qu'effectivement, ils sont responsables de ce qui s'est passé pendant les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, honnêtement, très honnêtement, quand j'ai entendu certaines choses ici, venant des voisins d'en face et des confrères de l'autre côté, je me suis à un moment donné posé la question de savoir si nous sommes sortis des mêmes facultés de droit. Si réellement nous avons appris la même discipline juridique. Est-ce que c'est réellement le droit romano-germanique qu'on a tous étudié? Ou alors, est-ce qu'on veut dans ce procès construire un droit pénal à l'image des accusés? Est-ce qu'on veut à tout prix être tailleur? Et là, j'en parlerai dans cette procédure. C'est-à-dire créer la science à l'image des accusés et après faire autrement dans d'autres procédures. Je me suis, à maintes reprises, posé ces questions. Nous avons entendu toutes sortes de démonstrations ascientifiques du droit dans ce dossier. Mon confrère Samori, dans un brillant discours nourri de la doctrine, de la jurisprudence, des textes de loi et de l'exégèse des textes de loi, vous a expliqué en quoi il est impossible d'envisager la requalification dans cette affaire. Mais je vais, avant d'aborder cette partie, vous rappeler quelque chose. Quand le tribunal a décidé de joindre cette question au fond, croyez-moi, nous étions tous déçus. Raison pour laquelle nous n'avons même pas beaucoup réfléchi, nous avons exercé appel avant que le premier président de la Cour d'appel, que je salue au passage, M. Aboulaye Conté, ne prenne une ordonnance d'irrecevabilité. Un doyen m'a interpellé
pour dire, mais pourquoi vous vous agitez? Est-ce que vous savez que cette décision est à votre avantage? Est-ce que vous savez que le tribunal a implicitement rejeté la demande de requalification? Est-ce que vous ne savez pas que c'est par sagesse que le tribunal a décidé ainsi? Après maintes réflexions, j'ai fini par donner raison à ce doyen, à cet homme expérimenté de notre corporation. Et je vais vous en donner tout à l'heure la démonstration à travers l'impossibilité de requalification qui pourrait être en violation des droits de la défense. Monsieur le Président, le premier obstacle à la requalification que je vais aborder dans ce dossier, c'est les obstacles légaux. Les obstacles consacrés par la loi de notre pays. Ce n'est pas la loi du ministère public, ni la loi des partis civils ou des accusés, c'est la loi de la Guinée. Cette loi qui a un caractère général et impersonnel, qui doit s'appliquer à tous de la même manière. Cette loi que le ministère public et les partis civils sont en train de massacrer, de tronquer, d'interpréter à tort et à travers. Cette loi que les partis civils et le ministère public veulent tailler sur mesure. Cette loi dit qu'il est impossible, en l'état, dans cette procédure, d'envisager la requalification. Je vais, parlant des obstacles légaux, aborder la chose jugée. Au terme de l'article préliminaire, alinéa 4 du Code de procédure pénale, qui dit ceci: toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été jugée définitivement pour les mêmes faits et en cas de condamnation que la peine a été subie ou prescrite. Et l'article 2 du même texte ajoute ceci. Je l'ai abordé un peu plus haut. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. La chose jugée. L'article 996, alinéa 1er du Code civil, donne la définition de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité. Monsieur le Président, Messieurs les valeureux assesseurs, l'ordonnance qui vous saisit a réglé 3 problèmes. Non-lieu, requalification, renvoi. Non-lieu, requalification, renvoi. Sur le non-lieu, le juge a estimé que certains inculpés ne devraient pas être jugés ici. Même si dans ce dossier, le procureur Sidiki Camara, par sa manie de tailler sur mesure les textes de loi, a su
anéantir ce non-lieu-là à l'endroit d'un inculpé à travers un prétendu procès verbal d'audition sous anonymat. Il a été décidé ainsi. Le deuxième problème qui a été réglé, c'est la requalification. Cette question n'est pas nouvelle. Il est, Monsieur le Président, en l'espèce incongru et même déplacé, parce qu'on ne vous respecte plus dans ce prétoire, de réclamer une requalification qu'on avait sollicitée et auquel on avait renoncé. Il est impossible, Monsieur le Président, puisque le ministère public se moque de nous, de suivre ce chemin. Monsieur le Président, la question de requalification est une question de droit. Ce n'est pas une question de fait, c'est une question de droit. Et je vais tout à l'heure, parlant des jurisprudences citées par le ministère public, en parler, vous dire, Monsieur le Président, honorable assesseur, que cette demande est tout sauf une demande juridique. Et d'ailleurs, je me permets de dire, comme les prédécesseurs l'ont rappelé, que cette démarche traduit la carence du ministère public de rapporter la preuve des faits reprochés au capitaine Moussa Dadis Camara. C'est un aveu d'impuissance. C'est une capitulation. On est en train de se comporter dans ce dossier comme si on était en train de jouer au Guinée Games, au PMU, bref, au jeu de hasard. Sur le terrain des crimes de droit commun, on n'a pas de preuves. Essayons de jouer ou miser sur la piste des crimes contre l'humanité, de la responsabilité de commandement. Peut-être qu'on verra que ça va marcher.